Bonsoir, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. SNC, Semaine nationale de la culture, le lancement c'était hier en présence du chef de l'État. Quel est le pouls de la situation en ce deuxième jour de la Semaine nationale de la culture? La réponse dans quelques instants à Bobo-Dioulasso, où le rendez-vous a cours jusqu'au 6 mai prochain. Et puis village de Karma, département de Barga, province de Yatenga, les ressortissants du village ont organisé une conférence de presse hier, samedi, pour apporter des éléments d'éclaircissement sur le drame survenu à Karma et les villages environnants le 20 avril 2023. Quel regard sur l'attaque qui a fait une soixantaine de morts selon le procureur de la région, mais plus d'une centaine selon des représentants des rescapés et des habitants de la localité. Décryptage à travers un plateau dans ce JDS. Et enfin sport, 27e journée de Ligue 1, Majestic AS Douane, et c'est 3-0 le score final pour les douaniers. Vous aurez le point de cette rencontre et on parlera aussi bodybuilding avec Safoura Comparé et Petit Piment. C'est donc le déroulé pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle culture. Pas la transition, mais nous allons tout de même continuer. Nous le disions en titre, 5 ans après l'édition de 2018, la 20e édition de la Semaine nationale de la culture se tient. La cérémonie officielle d'ouverture a eu lieu hier samedi, 29 avril au stade Omnisport Sangoulé, la Misana de Bobo-Dioulasso, sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Une forte mobilisation, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'il en est de ce deuxième jour? C'est bien la question. Les festivaliers et visiteurs sont-ils au rendez-vous? Notre reporter sur place, Serge Bado, nous fait le guide. Plusieurs reports, c'est parti depuis ce 29 avril pour la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Une édition qui était attendue dans la ville de Sia, qui est une ville culturelle. 24 heures après le lancement, les festivaliers ont pris d'assaut le siège de la Semaine nationale de la culture. Une organisation réussie selon ces festivaliers. Oui, on l'attendait avec impatience, donc on est très content de pouvoir assister à cette édition. Oui. Parce que nous, vraiment, avec la Covid-19, on attendait ça, mais ça n'a pas eu lieu. Malgré tout ce que le pays vit, vraiment, il faut des fois qu'il y ait, des fois on oublie les souffrances, qu'on se réjouisse. Ça fait 3 ans comme ça. Bobo n'a jamais eu ce genre d'événement. Bon, vraiment, c'était un peu triste, quoi. On félicite le chef de l'État pour ça. Bon, sincèrement dit, il a très bien fait. Ça fait 3 ans, on n'a pas assisté à l'SNC. Alors que c'est une semaine nationale de la culture. C'est pour tout le Burkina. Et des gens de l'extérieur vont venir profiter aussi, visiter la grande ville d'Issia. C'est la bienvenue. Le SNC a été la bienvenue cette année-là. Vraiment, on est content pour lui. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt selon ces festivaliers qui décrivent la mauvaise organisation de la Semaine nationale de la culture. Depuis le matin 9h, nous sommes pour caler ici. Qu'il y a des officiels ou bien les autorités qui sont dedans, mais on ne peut pas rentrer. Que c'est pas ils ont fini leur cérémonie avant qu'on nous rentre. Alors que ce n'est pas le cas. Nous sommes quittés à Ouara, nous sommes des exposants. Devrait trouver de telle sorte et faire même des gens barrés. Les gens qui veulent rentrer, rentrent, aller là où il y a les marchands ou bien là où il y a les métiers, pour ne pas arriver là où il y a les autorités, pour les déranger seulement. Devrait faire un système telle sorte comme ça, pour ne pas barrer les gens depuis le matin jusqu'à cette heure-là. Il y a des gens qui sont venus avec leurs enfants pour les faire plaisir, ils sont repartis même. Tous ceux-là, ils sont arrêtés là. Ils sont là depuis le matin, alignés seulement arrêtés depuis le matin. C'est pas bon. Depuis matin, on est arrêté aussi. Notre maman, notre papa qui sont arrêtés ici, on est arrêtés. On est en train de vendre dehors là et dedans là. Oh ben, on n'a pas mangé même. On n'a pas mangé depuis matin, fatigué. On doit vendre dedans depuis matin, 7h, on est ici. Est-ce que c'est normal? On proposait qu'on veut rentrer pour vendre. On propose que demain les tickets viennent vite. Il faut que demain les tickets viennent vite. Eux qui donnent le passage aux gens très rapidement. Les gens ne peuvent pas payer des stands et puis venir s'arrêter depuis matin sous le soleil. Eux, ils n'ont pas accès à la cour. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'ils libèrent la route pour qu'ils puissent. Il faut qu'ils s'organisent mieux, plus qu'aujourd'hui. Sinon, nous, on trouve que cet état-là, c'est pas normal. La 20e édition de la Biennale de la culture se tient du 29 avril au 6 mai à Sia, dans la ville de Bobo-Dioulasso. Et c'est sous le thème diversité culturelle, ferment de l'unité nationale que se tient cette édition.
On dira donc merci à Serge Bado qui nous fait le guide à propos du lasso tout au long de cette semaine nationale de la culture. Nous allons passer à un autre sujet qui est enrôlé dans ce JDS et nous l'avons aussi annoncé en titre. On sait que les ressortissants du village de Karma Waïgua dans la province du Yatenga ont organisé hier même une conférence de presse. Donc c'était samedi 29 avril au siège du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. C'était pour faire le point de ce qu'ils ont vécu le 20 avril dernier, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance a été contredit, ne serait-ce que dans le nombre de morts déclarés. On revient dans le détail sur cette actualité avec des invités. Je m'en vais donc vous les présenter. Docteur Olo Pépéyen, qui est avec nous sur ce plateau, sociopolitologue, chercheur au CNRST. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Nous sommes aussi avec docteur Daouda Diallo, secrétaire général du CISC. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci. Merci d'être avec nous. Et nous sommes aussi avec Abdoulaye Boina, qui est membre du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, RISA, c'est ça en abrégé. Oui. Vous êtes aussi sociologue. Merci. Voilà, merci d'être avec nous. Le sujet, il est planté, le moins qu'on puisse dire, ça fait vraiment froid dans le dos. En apprenant ce qui s'est passé donc à Karma et dans les villages environnants. Et puis, il y a la question des morts, mais il y a aussi derrière le fait qu'il y ait un doigt accusateur qui soit pointé vers notre armée, parce que ceux qui venaient arboraient des tenues militaires donc reconnaissables. Voilà la chose telle que plantée. Et puis derrière, il y a, parce que j'évoquais tout à l'heure le communiqué du procureur, qui, je me rappelle, s'inspire d'une, comme il le dit dans lui-même, dans son communiqué, il s'inspire d'une rencontre et d'un point qui lui a été fait le 21. Le communiqué, il est fait le 23 sur ce qui s'est passé le 20. Et on a la première sortie comme ça officielle du gouvernement, en tout cas à travers un communiqué. Cela tombe le 27. Déjà, la toile depuis, elle est bien sur ce sujet-là, parce que tous sont des Burkinabés d'une façon ou d'une autre. L'information que vous la vouliez ou pas, par les canaux que vous ne maîtrisez pas, dans tous les cas, arrivera à ceux-là qui sont demandeurs de l'information, avant même qu'on ait le mot officiel. La toile, on dira comme ça, a été embrasée avec tous les chiffres qu'il y avait. Et après, donc les communiqués qui viennent, comme pour dire, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y a des détails sur lesquels on peut ne pas être d'accord, sur lesquels il y a encore des éléments. Je vais me permettre le premier tour de table. Comment vous accueillez la nouvelle? D'abord, il y a le nombre de morts, je le disais, et il y a les personnes qui sont indexées. Docteur Lopépéyen. Ok, voilà, merci. Et d'abord, il faut dire que dès lors qu'il y a mort d'homme, c'est dire que c'est déjà une situation déplorable et personne ne peut être content. Et lorsque on vient apprendre qu'il y a eu tant de morts dans une région, dans une localité de ce pays, quel que soit le camp d'où ça vient. Et maintenant, les chiffres avancés, bon, il y a des chiffres officiels qui ont été avancés, il y a bien ce qu'on a lu aussi, ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, et je pense que les autorités ont donné de la voix à travers notamment le procureur de Waïgua, et le gouvernement aussi donc, a communiqué là-dessus. Et donc au stade actuel, et à mon niveau, et dès lors que les autorités judiciaires se sont saisies du problème, et on ne peut qu'attendre la suite des événements. Et donc il serait donc hasardeux d'émettre déjà des jugements, voilà, dans la mesure où nous n'avons pas tous les éléments d'information, en dehors des supputations que nous entendons par-ci, par-là, où il y a deux tendances qui se dégagent, à savoir la thèse selon laquelle ce massacre a été perpétré par des hommes qui arboraient ici la tenue donc, de nos FDS, voilà, à savoir que une suspicion donc sur peut-être des groupes qui auraient donc emprunté les tenues de nos FDS pour commettre ce massacre et faire endosser ça par notre armée. Et il y a aussi l'autre thèse ici, voilà, qui dit que non, ce sont nos FDS voilà, qui ont commis ces actes. Donc du coup on se retrouve donc sur deux thèses contradictoires, et seules les enquêtes peuvent révéler donc la vraie réalité des choses. Et à partir de là, donc nous allons voir donc quel est le jugement qu'on peut émettre.
Mais au stade actuel, bon, on ne peut qu'être à l'écoute du procureur et qui est à pied d'œuvre pour la manifestation de la vérité. D'accord. Je viens vers Dr Diallo, CISC. Je pense que vous avez un représentant dans la zone. Et il y a même des actions qui avaient été menées à l'endroit, notamment des rescapés. Oui, c'est ça. Ok, merci. Merci pour l'invitation. Et avant tout propos, permettez-moi de m'incliner en demandant vraiment que Dieu protège la mémoire de ces victimes du terrorisme. Également, je m'incline devant nos soldats qui se battent nuit et jour au péril de leur vie pour garantir la sécurité au Burkinabé. Et de telle sorte que dès le jeudi 20 avril, quand on nous a saisis sur la question des massacres qui ont eu lieu à Karma et villages environnants, nous avons dit si un incident incrimine des soldats burkinabés, il y a lieu d'investiguer très rapidement pour au moins quand même trouver quelque chose à dire et demander à l'autorité de clarifier ces situations qui n'honorent pas notre armée, qui n'honorent pas la République. Et de telle sorte qu'on a demandé à nos équipes sur place et de mener aussi, d'aller vers les victimes, les rescapés, les survivants, les blessés. Voilà qu'on a aussi aidé à assister à l'hôpital. Donc, pour collecter les informations, parce que c'est eux qui ont vécu la situation. Et donc, au regard des témoignages, là où nous on émet des doutes même, les rescapés, les survivants, ils sont formels là-dessus pour dire que depuis le 20, très tôt, comme c'était pendant la période du carême, vers 4 heures du matin, ceux qui mettent le carême, généralement ne dorment pas. Donc ils ont vu le mouvement des soldats burkinabés dans la ville de Waïvia. Et certains villages environnants aussi ont émis l'hypothèse, ils ont vu aussi, comme ils étaient réveillés, ils ont vu aussi des mouvements de soldats burkinabés dans cette direction. Donc, après, vers 7h30, des villages sont encerclés et sont massacrés. Et du coup, les survivants disent clairement, quand ces hommes armés sont arrivés, ils les ont accueillis avec des applaudissements, avec comme espoir que voici des gens désormais qui sont venus pour garder leur village et pour qu'ils puissent quand même continuer à vaquer à leurs occupations tranquillement à partir du moment où c'est une zone infestée par des terroristes, des criminels qui divaguent dans cette zone. Donc, mais ces derniers qui sont vêtus de treillis militaires burkinabés, sur lesquels on pouvait lire sur les tenues certaines mentions très bien pour ça, qui savent lire, et donc qui ont commencé à s'exprimer aussi en langue locale, en utilisant le moré, le dioula, le lobiri et le français. Et donc, ils ont commencé à massacrer, tuer les populations dans les différents quartiers. Et ça veut dire que c'est des unités d'hommes armés qui exécutaient la mission. Je vous décris tel qu'on nous a rapporté. Et nous, on a essayé de croiser plusieurs sources. Et donc, nous, on dit souvent aux victimes, aux témoins, de relativiser un peu parce que qu'est-ce qui prouve, est-ce qu'ils ont reconnu nommément un soldat? Ils disent que pour eux, ils ne doutent pas. Je pense que ceux qui étaient à la conférence de presse hier, parce qu'on était aussi représentés à la conférence de presse hier à Ouéguia, donc les rescapés, ils sont formels que c'est des soldats burkinabés. Et même il y a d'autres éléments qui sortent, qu'en réalité, l'avion a eu à survoler la zone. Il y a des éléments de témoignage qui donnent ça. Donc voilà pourquoi nous invitons l'État burkinabé à clarifier, à mener une enquête urgente pour clarifier et puis dédouaner nos soldats parce qu'ils sont fortement éprouvés nuit et jour. Pour nous ne sommes pas le juge ou compétent pour dire que c'est soldat X burkinabé, mais ce qui est intéressant, c'est que le Burkina Faso, c'est un pays important qui a des partenaires, de telle sorte que même si le Burkina demande l'appui technologique de certains pays partenaires, ils peuvent à travers les satellites dire clairement, oui, quel est l'avion qui a survolé le territoire en ce moment et quels sont les types de soldats et quelles sont les directions, les mouvements qu'ils ont pris. Donc, je pense que on parle d'un pays
Nous, les citoyens, on fait des supputations comme Dr Olo de Pépel le disait, mais c'est important de dire que les crimes de masse constituent un danger pour le pays. C'est bien cela. Les crimes de masse constituent un danger. C'est le premier tour de table, je le disais tout à l'heure. Abdoulaye Bouina, vous, comme tout le monde, vous avez accueilli l'information et puis avec le doigt accusateur qu'il y a derrière et tout. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Et bonsoir aux téléspectateurs. Karma, c'est vraiment un drame effroyable. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions, très peu de réponses pour le moment. Et ce qu'on peut dire d'emblée, c'est vraiment déplorer donc ce qui est arrivé, parce qu'effectivement le pays n'a pas besoin de ça à ce moment-là. Nous sommes en guerre et ce type d'événement vient compliquer davantage la situation. Et c'est vraiment de dire que il faut que les enquêtes évoluent rapidement pour qu'on puisse situer les responsabilités, pour qu'on puisse avoir la sérénité pour continuer la guerre, parce que actuellement c'est ça l'objectif principal, c'est de continuer la guerre et de pouvoir mettre fin à ce qui est à la base de tout ça, parce que c'est la guerre qui est à la base de tout ça. Si on arrive donc à mettre hors d'état de nuire les groupes terroristes là, et tous ces événements là n'auront pas lieu. Mais en attendant, effectivement, il faut de la sérénité pour faire la guerre, et c'est l'enquête du procureur qui pourra donc nous situer les responsabilités dans ce domaine-là. Je dis il y a plusieurs questions dedans. Il y a la question aussi du nombre. Je rappelle encore que vous avez un représentant sur les lieux. Il y avait un point de presse hier. On a l'impression qu'on est retombé encore, lorsqu'il y a souvent ce type d'éléments-là, dans un genre de guerre de chiffres. Parce que le 23, je ne sais pas si c'est la date à laquelle le procureur avait fait son communiqué, on parlait d'une 60aine de morts. Aujourd'hui, les dernières sorties, je pense qu'il est question de 147, notamment pour ceux qui ont fait le point de presse d'hier. On a vu aussi un communiqué du CISC que vous êtes. Vous avez donné un autre chiffre avec des détails femmes, enfants, tout ça. Et ceux qui ont fait le point de presse hier ont relevé la même chose. C'est sur comment ça se fait le décompte? C'est sur des témoignages ou bien c'est vraiment des Burkinabés tombés qu'on a vus et qu'on a comptés? C'est la première question qu'on se pose. Ok. Il faut dire que aujourd'hui, faire les droits de l'homme dans un contexte extrêmement difficile, c'est un sujet très compliqué. Et de telle sorte que nous, notre démarche, elle a été vraiment scientifique et technique. Parce qu'il y a certains qui avaient commencé à nous dénoncer à travers les médias sociaux pour dire voilà, le CISC jusqu'à présent n'a rien dit. Bon, le CISC n'est pas la seule organisation au Burkina qui fait les droits de l'homme. Nous, on est venu trouver des organisations plus anciennes qui nous ont même formés avant qu'on milite au CISC. Donc, mais il faut dire que quand une situation se présente comme ça, il faut être rigoureux. Et la rigueur a voulu qu'on envoie des équipes, puisque, bon, comme le CISC, c'est une organisation nationale qui a des représentants dans les régions, on a dit à nos représentants et partenaires dans les régions, impliquez-vous pour secourir les populations. S'il y a des blessés, c'est bon de les soutenir à l'hôpital. S'il y a des morts qui ne sont pas identifiés, c'est bon d'informer l'autorité il faut collaborer avec l'autorité, parce que nous, à partir du moment où on a misé sur les représentants locaux, c'est-à-dire ceux qui résident dans ces différentes localités, eux, ils peuvent aider l'autorité en lui apportant des informations. De sorte que les informations remontaient progressivement en termes de chiffres pour dire, dès que nous on a les chiffres, on remonte aussi à l'autorité pour dire, voilà, le procureur parlait de 60, mais apparemment c'est monté à 98, parce qu'en temps c'est monté à 98, en temps c'est monté à 106, à 136 et monté à 147. Même ce soir, il y a un village Lemnogo, on nous a contacté aussi pour dire qu'il y a au moins 7 morts qui ont été identifiés. Alors, comment nous procédons? D'abord, nous avons, comme c'est des représentants locaux, et que après le massacre, les populations ont pris la fuite pour venir se réfugier à Waïguia. Donc, à partir du 22-23 déjà, certains tentaient de repartir dans les localités en cachette, en prenant des voies de contournement pour aller faire les enterrements, parce que pour éviter la putréfaction, la dégradation des corps ou à la merci des sarognards. Donc, il y a certains de nos représentants qui ont pu suivre, et donc ils ont suivi
et ils ont pu aussi compter en termes de nombre hommes, femmes, enfants et autres. Donc voilà comment c'est physiquement. Et puis quand on s'entretient dans ce genre de travail, comme c'est rigoureux, on a pris du temps. Voilà pourquoi on a pris toute une semaine pour pouvoir le faire. Et on a échangé avec certains parents. Est-ce que vous reconnaissez telle victime, quel est son nom, quel est son prénom, quel est son âge, quel est le nom de son père, sa famille, tout ça. Donc de façon méthodique, on a pu dresser la liste progressivement. Et nous continuons toujours d'être aux côtés des victimes et des blessés qui sont à l'hôpital et des organisations partenaires qui font le travail. Oui, ça, mais je comprends. Mais je vais dire, parce que là, au-dessus, la question des chiffres, en la matière, 1 mort, 2 morts, 3 morts. S'il y a la dépouille, je pense que ça ne fait pas forcément de débat. Voilà pourquoi je dis, vous qui êtes arrivé vous êtes le dernier, lors de votre communiqué, vous étiez à combien? 100... On était à 136. 136, voilà. Et hier, il parlait de 147. Oui. Je veux dire, j'espère que c'est pas, on ne prend pas en compte même des disparus. C'est de ça que je oui, parle. Oui, c'est exactement ce que vous dites, puisqu'on est dans l'urgence, parce qu'on a pu aussi regrouper les rescapés, ceux qui ont pu fuir le village à Waiguia. Il y a eu une rencontre pour échanger avec eux, qui ne le trouve pas son proche, qui ne le trouve pas son voisin, voilà, qui a vu son proche qui était blessé mais qui est toujours dans les environs, qui n'a pas pu être évacué à l'hôpital. Et donc, au fur et à mesure que certains ont suspecté qu'ils sont portés disparus dans la fuite, après on retrouve le corps dans le village, on mentionne son nom, avec son âge, avec le nom de son géniteur. Pour qu'en réalité, à un moment donné, il n'y ait pas de problème de confusion parce qu'il y a des questions d'homonymie. Ça peut être à Karma, on peut dire un certain X, Y. Par contre, dans un autre village, un autre s'appelle XY. Mais quand on a le nom de son géniteur, ça fait quand même la nuance et ça fait plus de précision. Et on est prêt à collaborer aussi avec l'autorité pour soutenir la manifestation de la vérité. Oui, vous dites collaborer avec l'autorité. Dans le communiqué du procureur du Faso auprès du tribunal de grande instance de Waiguia, c'est Lamine Kaboré, c'est très clair. Il a dit: je saisis l'occasion pour lancer un appel à toute personne qui disposerait d'informations sur ces faits en nous fait la dénonciation. Vous dites les autorités, c'est qui? Oui. Est-ce que vous travaillez aussi avec le procureur? Parce que j'ai dit, on est encore sur la question des chiffres. Oui. Est-ce que ça a évolué de leur côté? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est vrai qu'on n'a pas encore eu d'autres communiqués. Si c'est les rescapés ou peut-être celui du CISC. Oui, en fait, le procureur ayant donné cette invitation claire, nous les organismes, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'accompagner les victimes vers les OPJ, c'est-à-dire la gendarmerie et la police, qui travaillent directement avec le procureur du Faso. Donc, on a accompagné beaucoup de victimes vers la gendarmerie et les différents gendarmes qu'il faut féliciter, qui sont à pied d'œuvre, qui arrivent à auditionner et à compiler tous, à documenter aussi, pour pouvoir convoyer tout vers le procureur du Faso. Mais il faut dire aussi que le fait de dire que le procureur s'est saisi de la question, ça ne suffit pas. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut une volonté politique. Parce que ce genre de crimes de masse nécessite un certain nombre de ressources humaines qu'il faut déployer rapidement sur le terrain pour que les preuves ne disparaissent pas. Deuxièmement, il y a des ressources, ça suscite quand même des dépenses. Il faut que la volonté politique accompagne ça pour que les OPJ aussi soient renforcés pour mener à bien le travail et également faire le terrain. Parce que quand je dis que ça n'est même pour pouvoir aujourd'hui dans la zone, il faut qu'il y ait une bonne sécurité pour pouvoir, même sur le terrain, prendre tous les éléments d'information et d'enquête qui peuvent servir à la manifestation de la vérité. Sinon, au Burkina, on a plus d'une dizaine d'enquêtes qui ont été ouvertes avec les différents régimes successifs. Mais qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent? Il n'y a pas un point clair sur ces enquêtes. Il n'y a pas eu de sanctions ou un jugement exemplaire, parce que juger, ce n'est pas forcément sanctionner, mais un jugement exemplaire qui peut décourager ceux qui peuvent mener ce genre de pratiques pour dire que nous sommes dans un état de droit et il est interdit de faire des actions qui sont proscrites par la loi. D'accord. Je vais vers Dr Lopé-Peyen. Il y a quand même aussi très vite des actions qui ont été menées sur le terrain. Je pense que dès le 26, si mes notes sont bonnes, je pense que pour ce qui est du préfet
je vais retrouver ça, oui, c'est le préfet ou le gouverneur plutôt, le gouverneur qui a reçu les ressortissants de Karma dès le 26, c'était sur son invitation et il a promis qu'ils vont s'impliquer et tout pour le reste, étant entendu, comme vous le parliez tout à l'heure, des inhumations et tout. Et le lendemain, il y a eu des inhumations en présence des FDS et tout cela. Quand on regarde, c'est là aussi qu'au niveau, enfin, de ceux qui représentent l'État au plus proche des populations, se doivent aussi d'œuvrer et de travailler très vite à ne pas laisser un clivage profond se créer, parce que là, c'est des gens en tenue militaire. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est des militaires. Mais il ne faut pas laisser un certain sentiment aussi grandir. Et c'est là aussi cette importance. Oui, bon, effectivement, et je pense que quand même il faut diligenter une enquête et quand même que les autorités de la localité puissent s'impliquer. Et comme il a dit, et afin que les preuves qui sont fraîches, voilà, ne puissent pas disparaître avec le temps. Voilà, donc ça nécessite aussi un accompagnement politique, comme il a dit, qu'on mette les moyens à la disposition de ces autorités compétentes-là pour pouvoir faire le travail. Et effectivement, et quand on voit un peu les propos qui sont tenus de gauche à droite dans les réseaux sociaux et autres, voilà, on a tendance ici à transfigurer la réalité telle qu'elle s'est produite et ici évoluer vers un glissement, je dirais donc ethnique, pourquoi pas, et c'est ce qu'il faut éviter. Voilà, et donc je me dis que quand même nos autorités sont assez averties sur ces questions pour quand même prendre des dispositions afin que certaines interprétations ne viennent pas ici et gagner une certaine opinion, ou du moins les acteurs locaux, voilà, qui sont de façon directe ou indirecte concernés par cet événement malheureux. Voilà, donc il faut communiquer, il faut que j'ai apprécié vraiment quand le gouverneur a réagi avec promptitude en recevant donc les victimes ou du moins les ressortissants de cette localité qui ont pu s'échapper. Et vraiment ça a été une très bonne action parce qu'il faut aussi de la réactivité au niveau de nos autorités et maintenir donc le contact et donc diffuser ici des messages, des informations saines afin de ne pas faire en sorte que l'intoxication puisse prendre la place, prendre le dessus sur la vérité et qu'on doit ici travailler à faire surgir. Donc c'est à ce niveau que moi je m'inquiète beaucoup. Voilà. Donc ici il faut que les autorités soient proches de ces communautés pour ne pas qu'il y ait des dérives et que des situationnistes mal intentionnés ne puissent pas exploiter la situation à d'autres fins. Et surtout qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation de fragilité politique, de fragilité donc au niveau même étatique, voilà, où toutes sortes de fissures peuvent être interprétées à des desseins très malsains. Et donc il appartient aux autorités en tout cas de prendre des précautions afin que cela ne puisse pas se produire. D'accord. Parce que déjà, voilà, on voit des discours qui sont de nature vraiment à dénaturer la réalité. Voilà. Et ici, aller vers des terrains vraiment que je pense qui ne valent pas la peine. Bon, pour l'instant même, je veux dire, c'est difficile de vouloir raconter quoi que ce soit, ni de dénaturer ou quoi que ce soit, parce que la réalité même, on ne la maîtrise pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut être très prudent lorsqu'on parle de ce qui s'y est passé. Oui, mais quand déjà on voit des gens qui sont à un niveau très élevé de la responsabilité commencer à parler de génocide, vous voyez ce que ça fait? Qui commence à parler de génocide. Non, mais permettez-moi de dire à docteur on n'a même pas encore les résultats des enquêtes et il y en a déjà qui tirent des conclusions hâtives et qui parlent de génocide. Vous laissez docteur Pépin finir, c'est que vous allez réaliser. Il ne vous a pas nommé, mais j'ai l'impression que... C'est de ça que je parle. Donc c'est pour ça, moi je dis, il appartient aux autorités de bien encadrer ce problème, de sorte à bien circonscrire, afin que des exploitations malsaines ne puissent pas se faire. Voilà, et pour que d'autres personnes utilisent ça à d'autres fins. Mais si nous sommes d'accord qu'il faut une enquête et que les autorités déjà et judiciaires se sont saisies de l'affaire, mais moi je ne sais pas comment des gens vont se précipiter et puis commencer à tirer des conclusions alors qu'on n'a pas encore les résultats de l'enquête judiciaire. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà. Là, en ce moment, ça devient une exploitation insidieuse, c'est-à-dire que du drame à d'autres fins. Moi, j'ai dit, je ne peux pas émettre juste actuellement un jugement de façon officielle si je n'ai pas encore les résultats des enquêtes. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse émettre des hypothèses. Voilà. Mais on ne peut pas tirer une conclusion définitive dès lors qu'il y a un processus qui a été enclenché pour faire jaillir la lumière au niveau judiciaire. Voilà. Donc il faut éviter de tirer des conclusions hâtives. Merci. Docteur Lopépé n'a pas donné de nom, mais oui, vous avez voulu réagir. Non, en fait, je pense que, comme il le dit, en fait, nous sommes dans une situation où les autorités même le disent, nous sommes en situation de guerre. Même s'ils n'ont pas déclaré officiellement ou adopté les tests qu'il faut pour dire clairement qu'on est en état, le Burkina est dans une situation de guerre avec tel ennemi X. Mais ce que je tenais à dire, chaque notion en droit, du point de vue légal répond à une définition. Quand on parle des génocides, en fait, il y a 3 éléments constitutifs. Il y a une certaine planification, il y a le critère planification, deuxièmement, il y a le critère ciblage et troisième critère, c'est l'ampleur. Ok, aujourd'hui, quand vous prenez beaucoup de localités, de régions au Burkina Faso, les gens le disent très clairement. Je ne dis pas tous les Burkinabés, heureusement que ce n'est pas l'État burkinabé qui a décrété officiellement ou légalement en disant qu'il faut démanteler certains villages. Il y a certains villages aujourd'hui au Burkina qui appartiennent où certaines communautés sont implantées, sont complètement rasées aujourd'hui. Ça, quand c'est fait comme ça, et quand on regarde les ciblages, l'ampleur, maintenant, on discute sur d'autres critères. Est-ce qu'il y a planification ou autre? Ou bien c'est des... Oui, mais qui a rasé ces villages-là? Il faut être précis. Puisque c'est dans la lutte contre le terrorisme. Oui, mais qui a rasé ces villages? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a 2 millions de déplacés. Ok, très bien. Et ces 2 millions de déplacés sont le fait des agressions des groupes armés. Alors, maintenant, si vous dites que des villages ont été... Qui a rasé ces villages? Oui, mais... Au moment où il y a 2 millions de Burkinabés qui dorment toute à la belle communauté étoile. confondue, hein? Oui, qui dorment à la belle étoile. C'est qui a rasé ces villages? Là, il faut que vous précisez. Vous savez précis. Mais en fait, c'est ça que je vous dis. On ne peut pas vous saisir. Non, tu vas me saisir parce que moi, j'ai... Laissons dialogue terminer, parce qu'il a voulu réagir, il va aller jusqu'au bout et après on va... Il faut qu'il soit précis. Allons-y. Pour qu'on puisse le suivre. Très clairement, aujourd'hui, comme vous évoquez même les médias sociaux quand les gens s'expriment, mais de plus en plus, si vous suivez un peu ou vous documentez un peu les intervenants dans ce sens qui parlent de la question du génocide ou du nettoyage ethnique ou d'extermination ethnique, de plus en plus le nombre grossit. Et avant, les gens qui étaient plus sceptiques sont désormais de plus en plus en train de mettre des hypothèses sur ça. Pourquoi beaucoup de villages habités par telle communauté la plupart des villages sont aujourd'hui démantelés et il y a beaucoup de massacres à l'intérieur de ces villages. Donc peut-être qu'il faut une communication étatique pour rassurer les populations burkinabées, pour dire qu'il n'en est rien. Peut-être c'est des présumés ou c'est des terroristes qui sont pourchassés. Sinon, quand il n'y a pas de communication officielle dans ce sens pour inviter les Burkinabés à être ensemble et à se démarquer de la question ethnique ou religieuse qui est instrumentalisée par l'ennemi, ça porte à croire, le silence fait confusion. Quand vous prenez aussi les différentes enquêtes, je parlais de plus de 10 enquêtes qui sont ouvertes par les différents régimes successifs. Jusqu'à présent, il n'y a aucun point. Donc on a l'impression qu'il y a l'impunité, c'est comme si c'est encouragé. Je ne dis pas que c'est l'autorité qui a... Mais c'est ce que ça donne à... Mais là, je vous permettez, à ce niveau, parce que tout à l'heure, je pense que ce que Dr Lopépé a fait ressortir, c'est un qualificatif. Ok. Génocide. C'est de ça qu'il s'agit, si de faire attention. Parce que là, on est encore sur des éléments qui ne sont pas vraiment maîtrisés en termes de réalité du début à la fin. Il y a même une enquête qui vient d'être ouverte, par exemple sur le cas de Karma. D'emblée, comme ça, commencer à parler de génocide, ça peut être insidieux.
je pense que c'est ce que je résume. Et même dangereux. Donc ça veut dire qu'il faut prendre aussi la mesure du temps. La mesure du temps. Et même lorsqu'il on parle tout à l'heure des déplacés internes, c'est toute communauté confondue. Et puis on connaît aussi notre géographie et un peu d'où a commencé aussi ce terrorisme, d'où il est venu. On sait que c'est bien du Mali et ça ne va pas passer par la partie frontalière avec la Côte d'Ivoire puisque ça ne vient pas de là-bas. Oui. Il y a une logique aussi derrière. Je pense que donc c'est cela qu'il faut. Mais je vais vous donner un exemple. Je vais vous permettre de revenir, mais parce qu'on est, il y a quand même trois ressources sur le plateau. Il y a Boina qui voulait réagir. Je vous permets de réagir et puis après vous revenez. En fait, je voulais dire que par rapport à ce mot génocide là qui est sorti, et on sent réellement une intention de récupération. Parce que si vous voyez d'où c'est venu, la CEDEAO, certains députés qui sont contre le Burkina au niveau de l'Europe là-bas, vous voyez clairement qu'il y a une intention de récupération qui est derrière. Mais l'exemple est mal tombé, parce que l'exemple de Karma vient battre en brèche toute possibilité d'aller vers le génocide. Parce que jusque-là, il y avait effectivement une certaine communauté qui subissait les exactions entre griffes. Mais cette fois-ci, c'est un contre-exemple. Donc, c'est pour dire que vraiment, il faut donner la possibilité aux autorités locales là-bas, d'abord d'assister, comme il se doit, les rescapés, les populations qui ont subi ce drame-là. Ensuite, donner la possibilité à la justice, de manière sereine, même si c'est de façon rapide, d'éclaircir cette situation et d'appeler l'ensemble des communautés là au calme et à rester serein, à faire confiance à leur État, à faire confiance à la justice de leur pays pour que cette situation là ne vienne pas brouiller complètement la situation, alors qu'on était dans une situation extrêmement difficile de reconquête du territoire national. Oui, Dr. Diallo. Je voulais juste dire que en termes de démarche, quand on mène des enquêtes ou de l'investigation, le procureur ou le juge peut nommer plusieurs chefs d'accusation. Je prends par exemple l'exemple du cas de Yirgou. Quand le procureur a ouvert le dossier pour poursuivre les présumés suspects ou les bourreaux, mais dans les chefs d'accusation, il y a plusieurs chefs d'accusation qui sont cités. Maintenant, c'est au jugement qu'à un moment donné, selon les définitions de chaque terme et selon la défense ou les explications de tout un chacun, à un moment donné, les juges ou le procureur, ils vont essayer de retenir les charges définitives par rapport à ceux qui sont impliqués et peut-être les punir conformément à ce que la loi dit par rapport à tel type de qualification ou autre. Sinon, au début, les chefs d'accusation, souvent les gens, je pense que c'est la démarche judiciaire, pour ceux qui sont habitués, on peut donner plusieurs chefs d'accusation, mais à la fin, c'est quelques chefs d'accusation qui vont être retenus. Pour le cas de Yirgou, par exemple, en termes de chefs d'accusation, il y a le terme de génocide qui est ressorti, il y a les crimes assassinat, il y a détention illégale d'armes et de munitions, il y a recel de corps, il y a autant de qualifications qui sont récitées. Je pense que si vous vous référez un peu aux différentes interviews qu'avait accordé aussi le procureur sur cette question, il a fait sortir ces termes. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est les trois critères là que le génocide renvoie aux trois critères. Et quand on s'intéresse au ciblage, Yirgou par exemple, s'il y a eu un ciblage, c'est des peuls. Deuxièmement, l'ampleur, c'était sur plus de 20 villages. Le troisième critère, la planification, c'est-à-dire la planification, c'est sur ça que les gens discutent. Comment ça a été organisé pour que ce massacre puisse avoir lieu sur 3 jours sans interruption. Voilà un peu c'est à quoi ça renvoie. On va revenir à Karma. Tout à l'heure, vous évoquiez la question du génocide. C'est la CEDEAO qui dit, en rappelant, et je pense à la dernière phrase d'ailleurs de son communiqué, la CEDEAO qui rappelle que le ciblage des communautés peut être traité comme un génocide selon les dispositions de la Cour pénale internationale, CPI. Je vais revenir à vous, Dr. Lopé-Penyel. Vous dites, déjà, quand très vite on emploie certains qualificatifs, il faut faire attention. Mais là, c'est la CEDEAO. Mais qui met sous le boisseau du rappel. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'accusation frontale, on est dans un certain rappel. Mais c'est comme si on faisait un genre de parallèle avec ce qui s'est passé et que ça pourrait être ça. C'est peut-être une pression internationale qui commence à se dessiner, ou bien vous, comment vous le lisez? Oui, mais déjà,
On sent déjà de la menace par rapport à cette situation. Et moi, là où ça me pose problème, c'est cette indignation sélective de la communauté internationale. Ok. Il y a une indignation sélective. Nous ne sommes pas au premier quand même événement malheureux. Nous sommes allés de drame en drame dans ce pays. Nous sommes allés de massacre en massacre. Et même souvent, il y a même des massacres qui ont été revendiqués même par certains groupes armés. Mais on n'a pas vu la CEDEAO s'indigner. C'est là où il y a problème. Mais aujourd'hui, nous sommes à combien de morts au Burkina? Des milliers, on parle de 10 000. 2 millions de personnes déplacées. Mais en quoi ça répond à un principe de droit international? En quoi ça répond à un principe de droit de l'homme? Mais on n'a pas vu la CEDEAO s'indigner, la communauté internationale notamment s'indigner. Et on ferme les yeux sur certains actes qui sont posés. Et c'est comme si il y a des gens qui sont en embuscade et qui attendent qu'au niveau de nos FDS là, qu'il y ait peut-être quelques dérives et puis on récupère ça comme du pain béni et on commence à exhiber et on commence à faire planer le spectre de la CPI contre ici de FDS. Comme si il y a ici un travail qui a été, comment dirais-je là, savamment organisé pour ici déstabiliser le moral de nos FDS. C'est de ça qu'il s'agit. Donc du coup, moi je suis désolé quand même qu'à partir de cet acte qui a été posé, qu'on isole l'acte pour déjà commencer à parler de génocide, alors qu'il y a eu des villages qui ont été massacrés. Il y a eu même Ougarou récemment avec des forces de l'ordre qui sont tombés. Même cet acte, même ces massacres-là, mais c'est consécutif à une attaque qui a été perpétrée contre nos FDS et nos VDP, où il y a eu une perte de combien? Une quarantaine de nos soldats de nos VDP qui sont tombés. Et rien qu'avant-hier, il y a eu 33 soldats qui sont tombés. Ça fait combien? 75. Mais cette communauté internationale dit quoi par rapport à ça? Est-ce que ces FDS-là n'ont pas aussi des droits, au même titre que ce qu'on indexe et pour déjà commencer à brandir ici le spectre des génocides? Mais parfois, certains vous diront qu'il y a des condamnations, lorsqu'il y a des condamnations de la CEDEAO. Oui, lesquelles condamnations? Quand déjà, on voit des voix qui se lèvent pour commencer à parler de l'Union européenne, à parler de ces pays. En ce moment, ça veut dire quoi? Et même, moi, ce qui m'intrigue en plus, c'est que le président de la CEDEAO, et si même il disait même que la Cour de justice de la CEDEAO allait se saisir de l'affaire pour ouvrir une enquête, là même encore, mais on commence à brandir ici la CPI, on commence à dire il faut que l'Union européenne se saisisse de l'affaire, intervienne. Mais là, il y a de la manipulation quelque part. Et on sent une volonté de récupération. Et c'est ce qui fait dire à certaines personnes et que ce qui vient de se passer est une orchestration. Et surtout que je ne suis pas sûr que c'est la première fois qu'on voit ici des gens arborer les tenue de FDS pour commettre des actes. Je pense que le rappel n'est pas cas seulement de karma, je crois. Donc, non, mais moi je parle de ce qui vient de se passer. Voilà. Et aller aussi jusqu'à dire que bon, c'est pas la première fois que des gens portent des hommes détenus, c'est pas aussi faire une conclusion hâtive, de dire que non, c'est de l'orchestration, parce que bon, on parle de. Non, je dis, ça fait penser. Il y a des gens pas de conclusions hâtives aussi. Non, pas de conclusions hâtives. Pas de conclusion hâtive, mais il est revenu à plusieurs reprises que il y a des groupes armés qui arborent, ça dit que... Oui, le président même l'a dit. Le président l'a dit, pour le cas de Nouna. Il disait qu'il faut faire attention. Le président a dit sur le cas de Nouna, mais ça c'est une fausse route. Oui, il y a eu des cas sur le cas de Nouna. Où certains groupes... Donc, du coup, moi, c'est la réaction de la communauté internationale qui me pose problème face à cette situation. On a comme l'impression qu'il y a des gens qui attendaient cette belle occasion pour commencer déjà à brandir le spectre de la CPI, le spectre des sanctions. Vous le partagez, c'est avis-là? C'est dommage. Je partage cet avis parce que c'est assez troublant. Parce que dès le lendemain, on a vu les communiqués sortir. Je ne sais pas quand est-ce la CEDEAO s'est réunie, je ne sais pas quand est-ce les députés au niveau de l'Europe là-bas se sont vus. Et puis immédiatement,
Ça pousse à croire que peut-être qu'il y a une planification. Peut-être qu'un complot est derrière. Et effectivement, ce n'est pas la première fois que les terroristes utilisent les tenues de nos forces de l'ordre pour commettre voilà. Mais lorsque la CEDEAO rappelle que le cyber de communauté peut être traité comme un génocide selon les dispositions de la CPI, Cour pénale internationale, c'est-à-dire que c'est un rappel adressé il n'y a pas un destinataire particulier du message. Le destinataire, c'est celui qui se serait rendu coupable de ce qui s'est passé. Tout à fait, mais avec la concomitance là, le timing, on sait qui est visé. On sait que c'est est-ce que c'est pas vous qui faites une interprétation? C'est possible, mais en tout cas, voilà, on sait que c'est le Burkina qui est visé. Mais parce que ceux qui se sont rendus coupables de cela sont passibles de ce rappel. Voilà. Et de ces mais comme vous le disiez si bien là, c'est une pression. C'est une forme de pression qui est faite au niveau de notre pays. D'accord. Bon, le temps qui nous est imparti pour ce débat-là, il est en train d'arriver à son terme. Moi, je vais terminer aussi avec une question qui pour moi aussi est quand même assez importante. Ce sera le dernier tour de table. C'est vrai qu'on a parlé de la question des droits humains, on a parlé des enjeux avec la lecture que certains ont justement de ce qui s'est passé à Karma et les implications parce qu'on parle d'hommes en tenue militaire, donc qui sont les couleurs du Burkina, donc ça fait beaucoup de questions. Mais quand on regarde l'ampleur, parce que quand on regarde le nombre de morts, c'est quand même assez fort. Et moi j'ajoute à ça aussi au Garou, ce qu'on a vu récemment, c'est nos soldats qui sont tombés, on dit qu'ils se sont très bien battus parce qu'ils ne sont pas partis comme ça. Il y en a qui ont apporté avec eux beaucoup de l'autre côté. Mais est-ce que c'est pas un genre de claque aussi dans un peu la communication qu'on avait depuis un certain temps, qui est celui aussi d'une avancée beaucoup plus probante et tout? Parce que quoi qu'on dise, que ça a été fait par des gens qui sont des terroristes, qui ont porté des tenues militaires, et venir abattre 140 personnes comme ça, ça suscite beaucoup de questions. Parce qu'on était dans une dynamique où on se disait les populations sont beaucoup plus... En tout cas, ça a gagné un peu plus de rigueur en termes de confiance. On se dit on est dans un genre d'offensive. Et donc, d'une certaine façon, c'est sûr que les gens allaient tenter de nous faire mal. Donc, est-ce que derrière ça, c'est pas une claque aussi qu'on reçoit comme ça pour dire que c'est une guerre qui continue. Et à chaque moment, bon, il faut être vigilant. Je vais commencer par vous, Boina. C'est ça ma dernière question. Tout à fait. Je pense que c'est une claque. Ça vient montrer qu'il y a toujours des difficultés. Il y a des difficultés dans cette guerre. C'est vrai que depuis un certain temps, on sentait une montée en puissance, mais Ougarou et puis Karma viennent nous rappeler que il y a encore beaucoup de difficultés, qu'il faut surtout pas baisser la garde, il faut continuer à s'organiser. Et je pense que, comme on disait, l'armée disait que il n'avait pas reçu encore tout l'équipement, on parlait de 5% qui a été reçu et que probablement les semaines à venir, le gros lot va arriver. Je pense que ça permettra à l'armée de vraiment se consolider. Les efforts qui sont en train d'être faits. Mais ça vient rappeler qu'il y a des difficultés et qu'il ne faut pas baisser la garde. Docteur Lopépin? Oui, mais la guerre, elle est d'abord psychologique. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et donc, il faut travailler à saper donc, le moral des troupes. Et pour cela, il y a des actions d'éclat qui vont être menées. Et pour rappeler que vous n'avez pas toujours le monopole de la puissance du feu et que nous sommes toujours là. Voilà, et surtout qu'avec cette communication de guerre à laquelle nous assistons chaque jour, quand même qui a commencé à redonner espoir et quand même à donner plus de confiance et plus d'assurance à nos combattants. Et donc il n'est pas exclu que de telles actions visent donc à saper le moral de nos FDS et à semer le doute encore au niveau de nos populations. Voilà, donc du coup, moi j'ai dit que nous sommes en guerre et c'est une résistance anti-impérialiste et l'adversaire est de taille, ça il faut le dire. Donc il faut se préparer à toute éventualité. Et la dernière fois je disais qu'il y avait une faiblesse au niveau de l'encadrement politique des masses. Peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre, mais justement il faut qu'à la base le travail soit fait pour toujours maintenir, non seulement donner l'information saine, et aussi préparer psychologiquement les masses à subir toutes sortes de soubresauts. Parce que dès lors que nous avons au Burkina Faso demandé le départ de l'armée française, et cela a été acté,
ça équivaut à une autre déclaration de guerre. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Et donc, je pense qu'il y aura certainement toutes sortes de tentatives, en tout cas, de déstabilisation, de démoralisation, voilà, toutes sortes de subterfuges, voilà, toutes sortes d'intrigues, voilà, pour vraiment nous déstabiliser sur le plan moral, nous désorganiser à l'intérieur, et afin donc de pouvoir atteindre des objectifs funestes, voilà, et qui jusqu'ici ne sont pas officiellement exprimés. Donc pour cela, il faut toujours travailler à réorganiser les masses, à les encadrer, à procéder à un réarmement moral, ça c'est très important, et aussi à les faire comprendre les enjeux du moment et le degré de sacrifice qu'il va falloir consentir, voilà, pour que nous puissions donc sortir de cette situation. Voilà. Et à la base, il faut que vraiment le travail d'encadrement puisse se faire. Et justement, parce que quand on regarde la stratégie aujourd'hui, on a comme l'impression que, ce n'est même pas qu'on a comme l'impression, il y a cette tentative ici de manipuler ici, c'est-à-dire les tensions communautaires. De manipuler les tensions communautaires. Quand déjà un tel événement et déjà commence à parler de génocide, mais vous voyez ce que ça donne. À ce niveau, voilà. Donc il faut vraiment un encadrement rigoureux à la base. Et c'est même l'occasion de travailler même à renforcer la cohésion sociale. Parce que la cohésion sociale peut se réaliser facilement dès lors qu'on a le sentiment qu'on est attaqué par un ennemi commun. Et en ce moment, il est facile de ressouder les liens dans ce contexte de soubresaut, d'agression, que lorsque on ne se sent pas menacé de l'extérieur. Donc voilà une situation qu'il faut exploiter pour ressouder les liens à la base à travers une communication saine, voilà, à travers une réorganisation des masses, pour que, en tout cas, nous puissions faire face à toute tentative de division, voilà, à toute tentative de manipulation et de désorganisation, d'où qu'elles viennent. D'accord. Je termine donc avec Ok, merci. Il faut dire que les coups durs qu'on reçoit actuellement, c'est vraiment difficile pour notre pays, et c'est pour dire que on est à fond dans la guerre. Et c'est à nous de nous armer davantage moralement, psychologiquement pour faire face à cette situation. Et voulant aussi avoir la confiance des masses populaires, comme Dr Olo Pépin l'a dit, c'est de travailler à rassurer ces populations civiles et ces masses populaires qu'il faut éduquer. Mais quand à un moment donné cette masse populaire se retourne pour indexer des acteurs étatiques, ça pose problème, ça fait une crise de confiance. Et ce que nous disons, nous en tant qu'organisation de droits de l'homme, si c'est pris en compte et corrigé, c'est l'autorité qui gagne en confiance et gagne en même temps les populations. Il y a un élément qui ressort en disant, qui indexe tous les jours la communauté internationale, la CEDEAO. Peut-être c'est bon, peut-être d'inviter un acteur partenaire de ces institutions-là pour expliquer aussi un peu à l'opinion ce qu'ils font. Parce que je sais que sous ROC, l'Union européenne avait voté une enveloppe. L'ancien président Roch Kaboré. Oui, l'ancien président Roch Kaboré. L'Union européenne avait débloqué une enveloppe. Et sous Damiba, ils ont débloqué aussi une enveloppe de près de 150 millions d'euros, ce qui renvoie à près de 100 milliards, pour soutenir l'armée, l'État burkinabé à lutter contre le terrorisme. La CEDEAO, la même CEDEAO a débloqué plus de 50 milliards, parce qu'à la suite d'une réunion de la CEDEAO, c'était sous le président Roch Kaboré toujours, ils ont débloqué plus de 50 milliards pour soutenir l'État burkinabé, et ils ont commandé les armes. Et ces armes-là même sont arrivées en janvier sous la présidence de Roch Kaboré, et même les drones ou les avions de guerre qu'on utilise aujourd'hui, voilà, ont été acquis grâce à l'appui des partenaires comme la CEDEAO, comme l'Union européenne. Donc, il ne faut pas qu'on peigne tout en noir. Maintenant, on peut ne pas être d'accord sur certains aspects, on peut leur demander peut-être de communiquer davantage sur les incidents qui frappent notre armée ou nos populations, mais il ne faut pas qu'on soit compte qu'on nous rappelle une disposition qui dit de façon générale les crimes ou les massacres qui ciblent certaines communautés peuvent être qualifiés de génocide. C'est pas pour dire que vous êtes dans la situation, mais c'est pour dire on vous rappelle cela. Donc il faut que nous, les intellectuels là, on joue vraiment notre rôle pour l'éducation des masses, et en diffusant la bonne information, et aussi quand on a la chance de s'adresser à l'autorité, qu'on lui dise sincèrement, voilà ce qu'il y a comme point fort et comme point faible à soigner pour qu'on puisse aller à l'avant et faire face à l'ennemi. Vous parlez de la cohésion sociale. Dans la configuration gouvernementale aujourd'hui, il n'y en a pas.
Et je suis désolé de le dire, c'est que le gouvernement actuel, la cohésion sociale... Vous allez terminer par cela voilà, rapidement. La cohésion sociale, elle est mise en berne. D'ailleurs, les initiatives des comités locaux de dialogue que le gouvernement d'Amiba avait mis en place. Aujourd'hui, ils ont mis pied là-dessus. Et beaucoup de leaders communautaires qui étaient mobilisés dans ces cadres sont portés aujourd'hui disparus. Bon, il y a le comité de veille pour le développement qui est en train de ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Bon, merci, on vous a compris en tout cas. Docteur Daouda Diallo, merci. Secrétaire général du CISC, merci d'être passé. Merci aussi à vous, docteur Lopé Peyen, d'être passé, sociopolitologue, chercheur au CNRST. Et merci à vous, Abdoulaye Boina, membre du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, Risa Nabouché. Vous êtes sociologue, je le rappelais. En tout cas, ce genre de débat, ça ne s'achève pas ici, parce qu'on est dans une situation qui continue. On espère pouvoir convoquer les personnes que vous êtes pour des sujets plus gais. Et on va espérer que pour le Burkina, les choses aillent pour le mieux. C'est ça le plus important. On va nous continuer le JDS, journal du dimanche au soir, avec une autre rubrique, c'est la dernière d'ailleurs, c'est celle sport. Et dans cette partie sport du football, pour donc commencer, parce qu'on va parler bodybuilding juste après, et on va s'intéresser à la 27e journée des Ligue 1. Il y a une rencontre, Majestic AS Douane, laquelle rencontre a été remportée par les Gabolous, 3-0, donc score sans appel. Le point nous est fait ici par William Somda. Comme un air de soulagement dans la grisaille de Zignaré pour Kamomalo, à l'issue de l'opposition contre le Majestic SC Content pour la 27e journée du championnat de Ligue 1. Dans ce match de tous les dangers pour les Gabelous, provisoirement rejoint à la tête du classement par Salitas, les choses débutent de la mauvaise des manières. En effet, il ne faut que 5 minutes aux académiciens de Falcao pour trouver la faille par l'entremise de David Balima à la 7e minute. Le président de la section football de l'AS Douane, Ali Guissou, fait la grise mine. Pourtant, il n'aura pas le temps de gamberger que ses poulains recollent rapidement au Marquois. Sur un coup franc décomposé à la 8e, Michel Batibo place un coup de tête qui ricoche sous la barre et retombe. Benoît Bado, l'arbitre de la rencontre, valide sous indication de son deuxième assistant Bourema Konsiga. Un but partout entre les deux formations, et cela malgré les protestations des joueurs du Majestic. La partie est relancée, mais les Gabelous se montrent davantage assoiffés. Après un jeu à 3 savamment orchestré, Michel Batibo file dans le dos de la défense du Majestic et s'en va tromper à l'Outraoré pour la deuxième fois de la soirée. Deux buts à 1 en faveur de l'AS Douane, qui profite par la suite d'un pénalty manqué de bienvenue au Ouedraogo à la 17e pour regagner les vestiaires sous une forte pluie. Un pénalty qui fera certainement parler au Majestic. Ouais, c'est de l'indiscipline parce que celui qui a pris le ballon, c'est pas un de nos tireurs. Je n'ai pas voulu trop réagir, mais je pense qu'il va apprendre ses dépens. Après la pause, l'intensité baisse considérablement et les deux parties opèrent par des attaques sporadiques. Mais alors que l'on se dirigeait tranquillement vers une victoire de l'AS Douane, Kaboubaka Sidiki Traoré profite des largesses de la défense des Gabelous pour remettre les deux équipes à égalité à la 82e. Le coup est dur, mais les poulains de Kamomalo parviennent à trouver les ressources mentales pour revenir. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Hervé Diomandé offre la victoire aussi non sans profiter de la passivité de l'arrière-garde du Majestic. Pour les douaniers et 2 pour les académiciens dans un match où la différence sera faite au mental. Justement, c'est quand on est dos au mur que l'homme doit se révéler. Voilà, je pense que vous avez vu le match ce soir, ça n'a pas volé haut techniquement, mais dans l'envie, dans l'engagement, tout y était. Et puis il y a eu une belle réaction de mes garçons, et c'est ce que je retiens. Et dans ce championnat-là, vous savez que l'adversaire direct, le concurrent direct, j'allais dire, poursuivant direct, a gagné hier. Il fallait que les garçons fassent le job aujourd'hui. Et je pense que nous gardons notre destin en main. Du côté du Majestic, c'est une défaite quelque peu difficile à avaler. Néanmoins, le club reste toujours optimiste dans cette course aux places d'honneur du championnat. C'est sûr, un match difficile pour nous parce que nous savions que l'adversaire était sous pression et nous on allait subir la pression. Donc il fallait se préparer. Je pense que les garçons ont répondu, même si on a commis quelques erreurs qui nous ont valu beaucoup de difficultés vers la fin. Mais dans l'ensemble, je pense que ça a été un bon match pour nous. On avait à cœur quand même de gagner ce match parce que comme je l'ai dit, notre objectif c'est d'atteindre au moins les 40 points.
Donc on pensait continuer ce soir encore avec une série de victoires ou de matchs nuls. Mais malheureusement, on a tombé sur une équipe qui était déterminée, qui était plus chanceuse que nous. C'est le football, donc on va se mettre au travail. Il nous reste 3 journées. On va essayer de les négocier à fond pour voir ce que ça va donner. Avec 58 points contre 55 pour Salitas, l'AS Douanes peut être sacrée championne avant l'ultime journée du championnat. Mais pour ce faire, il faudrait impérativement battre Salitas dans une semaine avant de souffrir une fin en apothéose lors de la journée suivante et boucler la boucle à Bobo face à Vitesse au soir de la 30e journée. Retour sur le plateau du JDS, on parle plus politique, nous sommes en plein et dans le sport et je suis avec Claude Romba, bonsoir. Bonsoir Geoffroy, en tout cas très ravi d'être là, surtout qu'on a un plateau bien chargé. Un plateau bien chargé, vous l'avez dit, on est avec Souleymane Songnaba, bon, les gens ne connaissent pas trop, mais Petit Piment, ça parle. Oui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. D'accord, nous on va réfléchir pour nous trouver un petit nom juste après, si on n'en a pas, ça faut la comparer, bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas de petit nom comme lui, hein? Oh, dis l'Amazon. L'Amazon. Ah oui, c'est bien. Bonsoir en tout cas, merci d'être avec nous. Merci. C'est des champions avec lesquels on va revenir, mais on va parler. Non. Je pense que pour vous, ce sera difficile. Je sais que je te bats. Ça au moins c'est évident. Ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Ce que tu sais, il n'y a pas de souci. Ce que tu sais bien faire, c'est donner le point pour ce qui est du championnat. Allons-y avec. Il faut dire que, voilà, à quelques journées de la fin donc, du championnat, le dernier, on peut dire le dernier virage qui va s'aborder. On va aborder le dernier virage la semaine prochaine avec les 3 derniers matchs du Faso Foot pour avoir le champion. On peut dire que l'AS Douanes est sur la bonne voie puisque l'AS Douanes, grâce à cette victoire qu'on a vue, est véritablement a fait un grand pas vers le titre. Et bon, c'est le lieu aussi de rappeler, voilà, au niveau donc il y a toutes ces polémiques au niveau de l'arbitrage. On a vu donc des buts sont marqués, des buts ne sont pas marqués. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver là-bas et que les gens soient au moins indulgents. Aujourd'hui, on voit bien que la tête de Bachibo ne franchit pas la ligne, mais l'arbitre accorde le but parce qu'il est très loin, il n'arrive pas à voir. Aujourd'hui, ça profite à l'AS Douanes. Hier, c'était contre l'AS Douanes. C'est dire que voilà, les aléas peuvent arriver et que tout le monde doit être fair play dans cette dernière ligne droite qui donc est en train donc, de s'amorcer. C'est vrai qu'il y a eu un penalty, on aurait pu l'accorder. Il y a eu donc c'est dire qu'il ne faut plus revenir sur la polémique. Il faut rester sur le moment présent, il faut être fair play et puis bon, prendre le football aussi avec évidemment ces erreurs d'arbitrage et puis bon, on avance. Salitas donc hier avait mis la pression sur l'AS Douanes en battant la SFB 2-0. L'AS Douanes a réagi donc face à Majestic 3-2 avec un scénario fou. La SEC de Koudougou a été accrochée sur ses installations par le SK 0-0. Le Real du Faso qui est en grosse difficulté n'a pas pu se défaire de Vitesse, tenu en échec 0 but partout. L'AS Sonabel se donne un bol d'air grâce à sa victoire étriquée 1-0 contre Royal FC. L'Asfa Yenega ce soir même a pris le meilleur sur l'USFA et donc est pratiquement, je pense, est-ce que c'est pratiquement l'USFA même reste dans l'élite, ça il est évident. Raimo FC a plié les chines face à l'étoile filante de Ouagadougou qui pratiquement a aussi un match du maintien et le RCB qui joue lundi face donc à l'AS Police. Conséquence de cette journée, de cette 27e journée, il faut dire qu'au classement des buteurs, ça a changé. Aujourd'hui, donc Michel Batiobo, grâce à son doublé, rejoint donc Bagaté en tête du classement des meilleurs buteurs. Ça fait 14 buts chacun. Donc pour certains, la finale aura lieu lors de ce match je dirais AS Douanes Salitas FC ce samedi au stade Youssoufou Joseph Konombo, qui va être véritablement le tournant donc du championnat, puisqu'en cas de victoire, l'AS Douanes pourrait être sacré avant terme, mais en cas de défaite également, il faut attendre un peu encore, même si l'avantage reste donc du côté de l'AS Douanes. Voilà pour être complet sur le Face au foot. Merci bien Claude Romba. On va refermer la page football parce qu'on a des invités. Avant de passer aux invités, il faut donner cette information d'athlétisme puisque nous avons une bonne nouvelle avec Marthe Kuala. Qui vient de décrocher une médaille d'argent du côté donc, de Gaborone, au meeting de Gaborone. Et cette médaille d'argent lui permet également aussi de battre le record national avec 6,69 m. Je pense que c'est bien pour nos champions. Donc de belles perspectives évidemment avant Paris 2024. On espère en tout cas que ce soit Matt Kuala ou en tout cas Is Fabrice Zongo, que ce soit véritablement
des médailles pour le Burkina Faso donc, lors de ces Jeux Olympiques de Paris. D'accord, parlons de médailles. Lui en a 2 autour de son cou. Petit piment. Vous revenez du Gabon. Hein? Oui. Et là, c'est une deuxième médaille que vous avez accrochée à votre cou. Une médaille d'or d'ailleurs. Oui, une médaille d'or. Oui, félicitations déjà. Merci. Ça n'a pas été simple. Hein? Ouais, ça n'a pas été simple, mais on l'a fait quand même. D'accord. Oui. Vous alliez confiant ou bien. Parce que c'est quand même Afrique centrale. Hein? Oui, c'est l'Afrique centrale. Est-ce que vous les maîtrisiez? Vous en connaissiez déjà assez? Ou bien vous vous disiez, bon, écoute, c'est jouable? Comment ça s'est passé? Ouais, pour ma compétition au Gabon, c'est à travers un ami, un champion d'Europe, qui est gabonais, qui vit en France depuis 20 ans. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec la présidente de l'association du bodybuilding gabonaise. Elle aussi, la présidente, c'est une ancienne championne aux États-Unis. Donc elle a décidé de mettre ça en pratique dans son pays. Elle est rentrée définitivement, elle veut mettre ça en truc. Parce qu'au Gabon, il y a beaucoup d'athlètes. Il y a plein d'athlètes. Donc elle a essayé, ça fait 2 ans qu'elle a créé son asso. Donc elle est en train de monter tout, la fédération, tout ça. Donc il m'a mis en contact avec la dame, j'ai dit mais pourquoi pas, je vais participer pour essayer d'avoir plus d'expérience et des connexions aussi. Pas pour gagner. Non, c'était même pas pour gagner, c'était pour aller pour faire des connexions avec un autre pays, surtout c'est l'Afrique centrale. Parce qu'on participait dans les compétitions, mais c'était l'Afrique de l'Ouest. Voilà, j'ai vu que c'est l'Afrique centrale, il faut aller faire d'autres connexions, voilà, d'autres horizons. Donc je suis allé. Et puis finalement, l'or a été remporté. L'or vous a soumis. avec ce beau trophée qu'on voit qui représente bien donc, le bodybuilding. Alors, il y a Safura Compaoré aussi qui est là, qui elle aussi, aujourd'hui, qui est devenue l'icône un peu au niveau donc, des dames du bodybuilding. Parce qu'on connaissait beaucoup le bodybuilding avec les hommes, mais avec les femmes, c'était... Comment vous avez embrassé cette carrière-là? Comment vous êtes venu à l'idée donc, de venir entrer dans ce domaine qu'on dit d'homme? Ah bon, mais comme déjà je suis coach sportif, donc je peux dire aussi que je suis dans le milieu. Mais avec, si vraiment tu as des coachs avec le petit piment, chaque fois ils sont dans la musculation. Moi en tout cas, je suis tombée amoureuse de ça sans me rendre compte en tout cas. Mais ça commence comment? C'est d'abord fréquenter les salles de sport et puis après vous vous dites bon je peux faire carrière, ou bien c'est petit piment qui dit bon mets-toi au sérieux dans cette affaire là, je pense que tu peux faire beaucoup de choses. Je peux dire ça comme déjà j'aime déjà le fitness côté du sport, je coach les gens, j'en fais souvent les renforcements musculaires, mais pour lui vraiment je peux dire c'est lui qui m'a motivé un peu. Parce que moi je voyais aussi que soulever les fers c'était le métier des hommes, tout comme ça. Donc, je peux dire, j'avais l'amour de ça, mais il m'a poussé plus. D'accord. Moi, je veux revenir à Petit Piment. Lui qui a quand même duré dans ça. Et puis bon, il y a le regard des gens. À un moment donné, aujourd'hui c'est vrai, ça gagne des trophées, on est content, on regarde. À un moment donné, ça avait pris de l'ampleur, mais on vous considérait, en tout cas, on considérait tous ceux qui faisaient ça là. C'est des bandits, c'est des choses. Mais comment vous gérez tout ça? Mais aujourd'hui, je pense que le regard a changé. Hein? Vous avez réussi à transformer ce regard-là. Oui. Je peux dire qu'actuellement, le regard a changé parce que ce que les gens nous voyaient en nous comme des délinquants, vraiment maintenant, les gens voient ça comme un vrai sport. Mais si beaucoup veulent adhérer. Voilà, les gars, ils voient que bon, si celui-là, il peut faire ce sport-là, puis voyager, avoir un prix... c'est que c'est pas un sport de délinquants quoi. Donc il y a beaucoup de jeunes qui nous contactent qui veulent vraiment exercer le bodybuilding. Il faut dire que le bodybuilding c'est carrément différent des sports de combat. C'est juste pour... Le bodybuilding c'est juste pour vraiment sculpter le corps. Sur le ventre, le dos, pour qu'on voit vraiment les dessins qui montrent que tu as un building sur toi quoi. Ton corps est développé. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, quand on est en compétition, ça sort plus. Mais à la con, la voix, on se dit non, mais comment ça s'explique? Comment ça se fait? Parce que le bodybuilding, quand il y a une compétition en cours, il y a une préparation qu'on fait. On peut le faire peut-être 6 mois en avance. Et à 5 mois, de tes entraînements, parce qu'il y a une prise de masse. Tout à fait. S'il reste 1 mois, tu commences la sèche. La sèche, c'est pour vraiment perdre le gras là et garder vraiment les muscles. En ce moment, tu ne dois plus manger n'importe quoi. Tout est calculé. Tu dois plus manger les légumes. Tout Donc vous avez des nutritionnistes qui vous suivent? Si, bien sûr. Donc tout ça, c'est... Donc ça veut dire que c'est vraiment scientifique, c'est calculé quoi. C'est calculé, c'est un sacrifice.
c'est un sacrifice vraiment dur. Et souvent, tu es sur scène, tu te concentres, même tu sens que tu as des vertiges, mais... Parce que tu ne manges pas assez ou tu ne manges pas. Par exemple, la veille de la compétition, à partir de 21h, tu ne dois même plus boire de l'eau. Tu ne touches pas à l'eau. Parce que quand il y a de l'eau dans ton corps, on ne sent pas les muscles vraiment. Quand tu te concentres, on ne sent pas vraiment les muscles. Ah, donc dès la veille au soir, on ne boit plus de l'eau. À partir de 21h. Ça pourrait c'est pareil pour vous? Oui, c'est pareil pour nous, mais tu peux manger. D'accord. Tu peux manger, mais tu ne sens pas trop. C'est pas difficile? Non, c'est pas difficile. Juste après la compétition. Est-ce que c'est parce que vous trouvez que c'est pas difficile? Parce que bon, un homme comme moi, j'ai besoin de combien de temps pour atteindre ça? Bon, pour atteindre ça, il te faut peut-être... Bon, si tu as la volonté, peut-être 2 ans, tu peux l'atteindre. Non, pas de lui, avec la volonté, il ne faut pas compter. Mais ça veut dire qu'il y a d'abord la discipline, il y a beaucoup de volonté. Mais je dis, est-ce qu'il y a une prédisposition? Par exemple, quand je prends le cas de Safoura, vous avez été son coach, vous la voyez, vous dites, avec celle-là on peut travailler. Ou bien vous voyez quelqu'un d'autre, vous dites, avec lui on peut travailler. Est-ce qu'il y a une prédisposition? Oui, il y a une prédisposition. Parce que il y a des gens, quand tu les vois, tu sais que celui-là, il peut pratiquer ce genre de discipline. Celui-là, il peut pratiquer ça, celui-là, il peut pratiquer ça. En elle, je voyais une fille qui était vraiment courageuse. D'accord. Quand elle s'entraîne, elle est à fond. Même quand elle est fatiguée, elle continue. Tu sens que si elle a une discipline à faire, elle va le prendre au sérieux. D'accord. C'est pourquoi je me suis approché à elle et puis commencé à causer avec elle pour le Ghana. J'ai dit, bon, il y a une compétition au Ghana. Déjà, moi, j'ai participé et en Côte d'Ivoire, et voilà. Pourquoi pas, la première fois que j'ai dit, pourquoi pas devenir la première dame dans l'histoire du Burkina. Tout à fait. Elle m'a dit non, que les gens vont mal voir ça. Bon, elle voyait ça comme ça, quoi. Bon, après, il restait presque une semaine de la compétition, elle a accepté et puis... Paf, c'est parti. Aujourd'hui, elle est devenue la reine des réseaux sociaux. Tout le monde, c'est Safoura. Voilà. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de marques qui courent derrière pour des sponsors parce qu'on veut la voir. C'est vrai que ça ne paye pas bien au Burkina, mais déjà, on sent qu'il y a des gens qui vous approchent. Vous avez parlé donc du côté social où les gens... Mais est-ce que depuis lors, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est le même regard que les gens ont sur vous? Parce que quand même, une femme, bon, on se dit que c'est un domaine d'homme. Un homme, il peut faire ça parce que les femmes aiment ça, parce qu'elles se disent que bon, il va me protéger. Mais une femme, quand elle fait ça, les hommes se disent que oh! Mais la famille, elle a dit quoi? La première fois, vous dites à vos proches, bon, moi je vais aller au Ghana pour compétir. On dit c'est quoi? Dans ces musculations. Oui, en fait, je peux dire côté de ma famille, eux, ça ne les surprend pas. Parce que moi, à mon jeune âge, je peux dire que je pratiquais beaucoup de domaines du sport. Je jouais de foot, je dansais. Tout ce qui est domaine du sport, moi j'adorais faire. Et puis le faire aussi, comme après ils ont vu des images, j'essaie de les expliquer. Donc et puis aussi avec moi-même, je peux dire que je n'ai pas trop donné d'explications. Parce que mon dernier frère que mon vieux m'a dit, tu étais avec les enfants des autres là-bas aussi, non? J'ai dit oui. Donc je peux dire tout ça, c'est essayer d'expliquer à sa famille le métier que tu fais. Donc, et aussi, ils vont te soutenir aussi à leur niveau. Vous êtes une véritable star. C'est le Ghana, c'est la compétition au Ghana qu'on voyait tout à l'heure en image. Quand vous arrivez, vous voyez sûrement d'autres femmes. C'est sûr qu'elles ont commencé il y a longtemps. Vous n'êtes pas un peu intimidé parce que c'est la première fois et tout? Oh, je peux dire, pour ma première, j'étais vraiment intimidée. Mais eux, tu sais, ici, je peux dire, l'éducation d'ici et puis de là-bas, c'est pas pareil. C'est ça. Donc moi à la fin, je peux dire même il y a une fille là-bas qui a essayé aussi de me motiver, qui a non, de ne pas avoir honte, c'est comme ça, il n'y a rien. Mais quand je vois, parce que souvent quand on part à la piscine ici, tu pars avec des maillots de bain 2 pièces, il y a les nomis aussi qu'on voit aussi, donc je me dis, mais pourquoi pas. D'accord. Là on voit ce beau trophée qui est là, ça c'est. Vous l'avez eu aussi au Ghana? Si, ça c'est la médaille d'or. C'est la médaille d'or. Pour la médaille d'or. Ok. Waouh. Mais aujourd'hui il faut reconnaître, ça a changé. Votre statut a changé. Je pense que là quand on a reçu par le chef de l'État, tout ça. Tout à fait. C'est pas rien. Aujourd'hui, quand même, les gens vous regardent. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens veulent vous ressembler. Quand vous êtes dans une activité, tout le monde va vers vous aujourd'hui. Voilà. Ça fait quoi? Ça vous fait plaisir. Est-ce que vous avez un message à donner aux filles qui veulent avoir ça? En tout cas, le message que je dis déjà du sport, déjà c'est un bien-être pour la santé. Et puis pour chaque chose,
comment on appelle ça, le bodybuilding, c'est pas forcément pour sculpter le corps, c'est aussi, ça aide pour faire des renforcements musculaires. Donc, il n'y a pas métier, quel qu'en soit n'importe, il n'y a pas métier qui est destiné à un homme ou à quelque chose. Tout métier, une femme, si tu as la volonté et que tu es déterminé, tu peux le faire. Est-ce qu'on peut vivre de ça? Est-ce qu'il y a de bons cachets? Qu'est-ce que ça permet donc de vivre? C'est vrai que c'est des spectacles, c'est des cachets. Si, ça c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'en Afrique, ça peut aller? C'est possible, on peut vivre de ça. Ça dépend comment tu vas t'organiser déjà. Et puis, le reste, tu vas voir que ça vient seul. Est-ce qu'au Burkina, on peut tenter quelque chose dans ce sens-là pour faire vivre ça en termes de... Vous avez organisé des compétitions, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut organiser une compétition au Burkina pour dire, par exemple, la salle de Ouara 2000, le Palais des Sports, on fait ça, l'entrée c'est à 50 000, à 40 000, à 20 000? C'est possible? Au Burkina, actuellement, nous on est en pleine sensibilisation. Tout à fait. C'est ça. Il faut faire connaître la discipline aux gens. C'est maintenant que les gens commencent à comprendre un peu. À la longue, je pense qu'on peut faire le plein du Palais du Sport pour un spectacle de bodybuilding. Je pense que ça va venir avec le temps. On va continuer à sensibiliser et montrer aux jeunes. Actuellement, il y a plein de jeunes qui viennent à la salle, qui veulent adhérer. Surtout à Bobo. À Bobo, il y a plein de jeunes qui sont partants. D'accord. Ouais. Il y a une question qui me turlupine moi, si je ne vous demande pas, c'est pas bon. Quand on vous voit, vous qui faites le bodybuilding, ça se raconte et on dit, ah celui-là, ils prennent des choses, sinon l'homme peut pas être comme ça. On peut pas soulever tout ça. Est-ce que l'homme peut faire ça? Non, ils disent pas tout, que chacun a son secret. On ne prend pas de choses là. Effectivement, les gens ont raison. Ah, ok. Ils ont raison. Effectivement, il y a des gens qui prennent des trucs qui n'est pas bien pour la santé. Mais nous, on le fait naturellement. Je ne sais pas si ça va venir après, mais nous, actuellement, on est dans c'est vrai qu'au haut niveau, c'est autre chose. Le haut niveau, là-bas, c'est autre chose. Tu vois, des gens, ils sont arrêtés, on dirait des statues. C'est pas... Il faut arriver à un certain niveau pour pouvoir faire ça. Donc, mais ça, c'est très dangereux pour la santé. Allez-y. Ouais. Ah, non. Moi, je conseille. Pour le moment, ça c'est naturel. C'est naturel. C'est vrai, il y a des compléments alimentaires qu'on peut ajouter à l'entraînement juste après la fatigue. Et puis, on n'arrive pas à consommer assez de protéines. Donc, là aussi, ça aide aussi. Souvent, quand tu prends, ça te permet de te récupérer. Mais ça, c'est naturel. Ça, il n'y a aucun effet secondaire. Voilà. Mais quand vous vous réveillez le matin, ça veut dire que vous faites combien d'heures au sport comme ça? Parce que pour qu'on soit dessiné comme ça, nous de temps en temps on se sait, hein, 1h30 ça suffit. Et puis c'est de temps en temps, hein, mais ça ne change pas grand chose chez nous, vous comprenez? Oui, vous faites combien de temps au sport par jour? Le sport là, souvent c'est 4 heures. 4 heures. Chaque jour, quand on est inspiré, on peut aller. Mais il y a le repos. On fait des pauses, mais on peut se poser jusqu'à 4 heures. Quand il y a des compétitions en vue. Ouais, ça, il n'y a pas de temps. Après ça, tu peux aller te reposer. Mais les cachets sont bien? C'est bien discuté? Actuellement, en Afrique, c'est maintenant qu'ils sont en train de s'imposer en Afrique. D'accord. Sinon, avant, même ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, c'était les débuts. Maintenant, le Ghana qui est le seul pays qui donne des médailles IFBB comme ça. Wow. Aux gens. Ça, c'est les mêmes choses qu'on donne à Olympia ou dans les grandes compétitions aux États-Unis. C'est la même médaille. Okay. Ouais. C'est le seul pays qui fait ça. Actuellement. Donc, par exemple, en Afrique, c'est le seul pays qui est en avance. Qui est en avance. Et c'est le seul président de la fédération de bodybuilding du Ghana qui est en contact direct avec le grand boss. Son nom est dessus même. Raphaël. C'est le grand maître du bodybuilding. C'est lui seul qui est en contact avec lui. Et nous, les Burkinabés, on va les battre là-bas? Mais c'est quoi? Vous pensez à mettre une fédération ici? Si l'association est déjà là, la fédération est déjà en train de mettre ça en place. D'accord. Bientôt. Vous avez dit à Bobo, il y a beaucoup de gens. À Bobo, il y a plein d'athlètes. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde veut ressembler à Petit Piment, tout le monde veut ressembler à Safoura, c'est bien. Ça veut dire que quand il y a une compétition, quand vous avez un contact, c'est vous qui vous débrouillez pour y aller. Ou bien comment ça fonctionne? Je peux dire que c'est comme ça. Hein. Nous, c'est difficile. On a l'amour de la chose. Ok. Pour que ça paye, il faut un sacrifice. Tout à fait. Et à la longue, les sacrifices d'aujourd'hui peuvent payer demain. C'est ça. Donc,
Donc, les petits trucs qu'on gagne, on économise. Et puis, on fait nos voyages tranquillement. Sans pression. Quand on part, arrivé là-bas, on est stressé parce qu'on a le drapeau du pays. Du pays, tout à fait. Mais tu te dis que le pays, qu'est-ce que le pays a fait pour toi? Mais quand même, Non, mais c'est ça, il faut rapidement aller à la fédération pour permettre dans cet accompagnement du ministère, parce que il y a un accompagnement que le ministère doit pouvoir faire, avec donc, parce que c'est un sport aujourd'hui qui est en train de prendre de l'ampleur et qui est en train de grandir, avec également. Mais c'est différent de l'haltérophilie. Et l'haltérophilie, totalement différent avec ce que l'autre aussi fait, c'est différent. C'est différent. D'accord. Le bodybuilding et l'haltérophilie, c'est différent. Je peux dire que l'haltérophilie, là-bas, c'est les épreuves de force. C'est les épreuves de force. Nous, on n'utilise pas de machines. Nous, quand on quitte la salle, c'est le corps maintenant qui doit faire le travail. C'est l'exhibition du corps. Du corps. Des muscles, une démonstration de tout ça. Devant un jury, tout ça. Ça, c'est pour toi-même. Ça, c'est pour toi-même. Mais qu'est-ce que Claude montre, lui? Allons-y. Vous reconnaissez que j'ai des biceps. Oui, il a ça. Un peu d'entraînement, c'est sûr que bon. D'accord. Oui, mais à ce stade, c'est bien. Vous êtes déjà dans la partie organisation. Vous vous dites, il faut essayer de mettre quelque chose en place et tout. Mais est-ce que vous tapez aussi à des portes où il y a des gens qui sont réceptifs à ça? Oui, il y a des gens souvent, je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent, d'autres qui nous donnent des petits trucs. Seulement le geste, c'est déjà, ça nous encourage. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Voilà, ici, là n'est pas facile. C'est déjà pas mal. Mais je pense que à la longue, ça va venir. On aura des soutiens. Les gens vont vraiment nous soutenir. Moi, j'aime bien votre optimisme parce que là, vous l'avez dit, vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Voilà, à un moment donné, les gens vous regardaient mal, les gens ne vous comprenaient pas. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme une revanche. C'est comme si la vie vous a donné la revanche de prendre et de montrer aux gens que bon, voilà, nous sommes de bonnes personnes. Et donc, voilà. Mais en attendant aussi, ce qu'on remarque, c'est que vous êtes coach aussi, parce qu'on vous voit très présent dans des salles, vous accompagnez aussi des gens. Ça aussi, ça permet de faire. Vous êtes candidat, vous êtes candidat et en même temps coach aussi, ça? Oui, je suis coach. Je suis coach à Ouagadougou, oui, coach. C'est ça. Ouais. Bon, c'est souvent c'est ça. Comment on embrasse cette carrière-là? Comment on fait? Par exemple, quelqu'un qui veut être bodybuilding, comment il fait pour entrer et comment il fait pour arriver aux compétitions? Tout de suite, un jeune comme ça qui veut. Un jeune comme ça qui veut. Dès qu'il a suivi la télé, il a dit moi je veux faire ce qu'il fait. Qui veut pratiquer le bodybuilding, c'est s'inscrire dans une salle de gym. Où nous on intervient. Là on peut le guider. Vous êtes où à Ouagadougou, dans combien de salles par exemple? On a à Gautier Gym à Ouagadougou 2000. C'est juste. Bon, on va pas donner de nom parce que sinon on vous envoie les factures. On va envoyer les factures. Ah, la facture. C'est du côté de Ouagadougou 2000 que vous êtes. Voilà, c'est tout à fait. C'est dans la seule salle où on. Donc celui qui veut, il va vers là-bas. Celui qui veut. Si vous voulez, on peut vous transformer. Vous allez représenter la maison comme un bodybuilder. Ok. Voilà. Ça m'intéresse. Ok. Je vais tenter l'aventure. Et c'est vrai que vous venez du Gabon. Ça faut aller. Quand on regarde pour le Ghana, ça fait déjà, ça fait maintenant quelques mois, non? Ouais, 2 mois. Ça fait déjà 2 mois. Vous préparez pour notre compétition ou bien comment ça se passe? Si, actuellement il y a une compétition pour le Nigeria, mais c'est en octobre. En octobre. Waouh, mais comme ça, quand c'est jusqu'à octobre, on commence dès maintenant ou bien il y a un timing? Il faut se dire non 3 mois avant ou bien comment ça se passe? Non, mais je peux dire maintenant, je peux commencer comme je peux. Comme déjà, je suis à la salle à tout moment, je profite, je travaille un peu. Donc d'ici, dans le mois de juillet comme ça, je peux me concentrer maintenant. Petit Piment, c'est vrai qu'on parle de bodybuilding. Là-bas, il y a des catégories aussi ou bien comment ça fonctionne? On met tout le monde dans le même plat? Non, dans le bodybuilding, il y a des catégories. Quels que soient les garçons, les filles, il y a des catégories. Chez les filles, il y a wellness, il y a bikini. Chez les hommes, il y a bodybuilding, il y a men's physique. Mais c'est quoi la différence de tout cela peut-être? Par exemple, bodybuilding, c'est les plus massifs. Ok. Et les men's physiques, c'est ceux qui ont le corps taillé comme des mannequins. Ok. Voilà. Et ils sont pas larges, ils sont pas tout petits aussi. Mais vous, c'est quoi votre catégorie lorsque vous... Moi, je fais les deux. D'accord. Je fais les deux. Et ma médaille
d'argent que j'ai eu à Bihan, c'était en main physique. Main physique, ok. Mais c'est une discipline qui ne me plaît pas trop. Donc, pourquoi? Il y a physique classique aussi, c'est ça. C'est le physique classique que j'ai eu ma médaille au Ghana. Ça, c'est une autre discipline aussi. D'accord, donc ça veut dire que selon la catégorie dans laquelle on veut être, il y a un travail adapté. Merci, c'est un travail adapté. Wow. Ouais. Donc, mais pour les dames aussi, c'est pareil. Hein? C'est pareil. Si. Voilà. Mais skinny, il y a skinny un peu. C'est skinny là qui est bikini. Là. Et vous, au Ghana, c'est wellness. Parce que j'avais la masse un peu. Quand tu as la masse un peu, ça c'est wellness. Oui, ça veut dire la femme, tu es musclé, mais on ne sent pas trop, tu n'es pas trop transformé. Donc, tu as gardé toujours ta féminité. Plus on remarque des touches. Mais les garçons, mais on n'est pas garçon, mais tout est. Mais vous préférez rester là comme ça, mais vous pouvez passer un cap. Pour être comme ça, moi je préfère rester mon wellness. Comme ça. Voilà. Je préfère mon wellness. Sinon, il y a figurine aussi, mais ça, il faut complètement te transformer comme des hommes aussi. Donc, si je veux faire ça, il faut que je me muscle comme Petit Pima. Wow. D'accord, et ça, c'est pas une. Mais dans les salles de gym, ça, non, pas pour le moment. Au début, c'était les jantes que vous preniez, que vous faites avec des choses. Aujourd'hui, ça s'est amélioré quand même. Bon, maintenant, ça s'est amélioré. Il y a plusieurs salles qui s'ouvrent. Avant, c'était les trucs de ciment, on mettait dans les boîtes pour pouvoir se muscler. Mais je peux dire que j'ai commencé comme ça. Moi, j'ai commencé avec les boîtes, avec le ciment. Ça est toujours à la maison même. Je vois ça, ça me rappelle. Ouais, mais je pense qu'actuellement, il y a du matériel, il y a plusieurs salles qui s'ouvrent. Le matériel est là. Donc, celui qui veut vraiment pratiquer une discipline sportive, c'est vraiment s'il est décidé, il peut aller loin dans sa discipline. Quoi. Mais là, quand vous êtes reçu par les plus hautes autorités du pays comme ça, qu'est-ce que vous leur avez dit? Parce qu'au-delà de tout, il y a quand même, c'est une occasion pour demander de faire des doléances par rapport au développement de l'activité, pas personnellement, c'est sûr, mais c'est une occasion pour vous. Voilà, vous n'avez pas de fédération, sûrement il va vous dire de faire des fédérations, mais c'est quand même une porte d'entrée. Bon, quand on rencontre les autorités, on nous demande déjà de mettre la fédération en place. Déjà, on est dessus, on est déjà lancé. Il faut le faire. Voilà, et puis on a des perspectives pour une salle, un complexe. Pas une salle, mais un complexe. Bon, tout serait dedans. Pour vraiment encadrer ceux qui veulent intégrer le monde du bodybuilding. Je suis d'accord. Vraiment, on va le faire comme un enseignement, vraiment enseigner les gens le bodybuilding. D'accord. Vous avez dit quelque chose qui me rappelle, parce que c'est vraiment, on a un problème au Burkina, on n'a pas d'infrastructure, et presque dans toutes les disciplines. Ça veut dire, comme il a dit, je n'avais jamais pensé à ça, mais une salle avec un gymnase mélangé, ça veut dire quelque chose d'omnisport, qui pourrait donc, là, ça veut dire il faut peut-être, pourquoi vous ne faites pas un lobbying dans ce sens-là, pour pouvoir avoir vraiment une vraie salle, une grande salle, qui pourrait donc regrouper tout ça. Il n'y a pas un bon gymnase ici, c'est vrai que les gymnases de l'INIGEP aujourd'hui, c'est voilà. Mais dans d'autres pays, c'est comme ça. Il y a un travail infrastructurel en tout cas à faire. Safra nous a dit que c'est Nigeria bientôt octobre. Toi, tu viens de Gabon. Nigeria, puis ici là ou on est ensemble. Ah, d'accord. D'accord. Ah, c'est bien. Quelles sont vos perspectives déjà? Vous avez parlé donc de la création donc, de la fédération. Voilà. Et complexe. Voilà, quand un bon complexe où il y a tout dedans. Là, on va profiter tout ce qui est sport et notre discipline, on va enseigner ça vraiment aux sportifs qui veulent adhérer. Et puis, vraiment, comment dirais-je, lancer vraiment une grande compétition où on va inviter plein. Actuellement, il y a plein de pays qui veulent me dire, mais organiser un truc au Burkina, nous on va venir te soutenir. C'est ce qu'ils m'ont dit. Organiser un truc au Burkina, nous on viendra te soutenir. Il suffit seulement que tu nous loges, nous donner à bouffer, le reste là nous on se débrouille. Ah ben vous mangez pas facilement hein. C'est des athlètes. C'est la petite boutade, mais on va vous souhaiter de pouvoir en tout cas organiser ça, toucher les bonnes portes, toucher les bonnes personnes pour que ça se fasse, parce qu'on vous félicite et on vous suit pour ce que vous faites, et c'est le drapeau du Burkina qui vous ici très haut. Encore félicitations. Je découvre ce sport, j'avais vraiment des a priori, mais là à discuter avec vous, je vois que c'est vraiment un noble art aussi, hein. Ça permet évidemment. C'est toute une science qui est derrière. Il a parlé donc des nutritionnistes, donc vraiment c'est comme les athlètes de haut niveau. Il y a vraiment tout un accompagnement, et que c'est vraiment global quoi. Oui. C'est parce que nous on n'a pas encore tous les moyens qu'il faut. Il devrait y avoir aussi un médecin. Tout à fait. Non, mais avant.
aussi. Nutritionniste, médecin, tu vois. Oui, tout. Wow. Pouvoir ton état de santé. Voilà, tu vois, tout ça. En tout cas, on vous souhaite toute cette rigueur-là et que le Nigeria encore, peut-être après, on vous reçoive ici avec une deuxième médaille et une troisième médaille et puis des trophées et puis on n'a pas eu le temps de présenter, mais il y a les Certificate of Athletic Achievement qui ont été donnés et tout. Ça c'est pour le Gabon, ça c'est... Ah oui, et encore c'est même très beau. En tout cas, félicitations à vous. C'est ce qui met donc un point final à ce JDS, le journal du dimanche soir qu'on a pris plaisir à partager avec vous. Merci Safoura, merci Petit Piment. Merci Claude Ramba qui nous montre je ne sais quoi. Ceci dit, c'est fini pour ce JDS. JDS que j'ai pris plaisir à partager avec vous. On prend congé de vous ici et maintenant et on espère se retrouver dimanche prochain et d'ici là, portons-nous bien.